Ok, super. Dis-moi, c'est Séverin Dambélé. Euh, je suis travailleur chez Citec. Et Citec, je vais te donner. Tu peux- Parce qu'il y a des écoles. Je suis travailleur chez Hmm? Citec. Bye. Et Citec, monsieur Alexis Poila va présenter bientôt. Je suis Séverin Dambélé, responsable de Citec Fab. Et Citec Fab, c'est tout ce qui est accompagnement des startups dans leur transformation digitale. Je laisse la parole à monsieur Poila Alexis de présenter la structure ECITEC. Parce que quand la tête est là, les genoux ne peuvent pas porter le chapeau. Ah, voici mon Non, mais supérieur si, qui est les en genoux bas. peuvent porter le chapeau. Ça dépend de quel chapeau. Ok, Merci, Séverin, ouais. Donc, moi, je suis Alexis Koala, le CEO et cofondateur de Citec. Et donc, merci, voilà, de nous rejoindre pour ce webinaire. Je crois que c'est le 4e webinaire depuis qu'on a marré. Et merci à Jocelyn, à Toé, hein, Michel-Ange, qui coordonne tout cela et qui fait en sorte que chaque dimanche, nous puissions avoir ce rendez-vous fidèle pour partager et grandir ensemble. Donc, Ecitech, c'est une entreprise dans le domaine du numérique qui est structurée avec une école d'ingénieurs en génie logiciel. Voilà, on fait que de l'informatique logicielle, on fait rien d'autre. Hein. Nous, on est vraiment spécialisé dans l'informatique génie logiciel. Des entités sur la partie consulting, qui est de l'assistance technique, de la recherche et développement, de l'assistance technique et puis aussi de l'ingénierie logicielle portée par Oda, qui va être notre panéliste de ce soir. Et Fab sur l'accompagnement des startups dans le domaine du numérique et dans tous les domaines hein, qui font en fait, en tout cas des compétences du numérique, tout ce qui est développement logiciel, développement d'applications, porté par Séverin. Et donc Ecitech Community qui est porté par Jocelyn. Et enfin, Ecitech Academy qui est l'école d'ingénieurs portée par Pierre, qui n'est pas ce soir parmi nous, mais qui est un fidèle de ces réunions-là. Donc, je vais m'arrêter là pour la présentation. Donc, si vous êtes intéressé par des détails ou des questions, n'hésitez pas à revenir vers l'un des directeurs ou vers nous-mêmes, moi-même, pour qu'on puisse vous donner voilà, de plus amples détails sur la structure. Donc, une jeune structure, mais avec beaucoup d'ambition. Donc, voilà. Et donc, les webinaires que nous avons lancés depuis un mois ben, font partie de cette ambition d'être un acteur de premier plan au Burkina et en Afrique en général autour du développement logiciel, du numérique et de toutes les compétences dans le domaine des nouvelles technologies. Et je m'arrête là pour ne pas trop bouffer le temps de présentation et d'échange. ah, super belle présentation de monsieur Alexis Poila. Je laisse la parole à Dabouni Oda, notre conférencier du jour, de se présenter, de présenter le TDD. D'accord, merci Séverine Damilé, merci aussi à Alexis Poila. Bon, je vais mettre ma vidéo quelques instants, juste me présenter et puis après, je pense que je vais couper la vidéo pour une question de connectivité. Alors, moi, c'est Daboné Oda, je suis directeur ECITEC Consulting. Je suis aussi doctorant à l'université Naziboni. Voilà. ECITEC Consulting, comme Alexis Poila le disait, c'est le pôle de ECITEC qui est en charge de faire de l'ingénierie logicielle, de l'IT sourcing, de recherche et développement au sein de ECITEC. Nous accompagnons aussi les entreprises dans leur transformation digitale. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de partage d'écran. Alors là, c'est bon, vous voyez mon écran là. Oui, c'est bon. Alors, donc, bonsoir à tous et bienvenue à cette présentation-là, intitulée TDD. TDD qui signifie Test Driven Development. Et cette présentation sera animée par moi-même au Data Bonding. Je suis ingénieur en système d'information, système de la décision. Je suis aussi doctorant au laboratoire d'algèbre des mathématiques discrètes et d'informatique, l'AMDI de l'école doctorale sciences et techniques de l'Université Nazibouné.
Je suis aussi la personne qui a la charge auprès du pôle d'ingénierie logicielle, d'IT sourcing et d'accompagnement de la transformation digitale des entreprises côté ECITech. Alors, durant cette présentation-là, nous allons vraiment essayer de faire le tour sur, de voir vraiment les éléments qui concourent au Test Driven Development, comment l'implémenter, quels sont ses avantages, et puis quelle est sa plus-value par rapport, quelle est sa plus-value par rapport aux autres tests déjà aux autres méthodes de test qui existent déjà. J'ai voulu structurer au fait cette présentation en deux parties, c'est-à-dire il y a une première partie qui va porter vraiment sur la partie théorique, où on va vraiment essayer de voir ce qui, on va faire vraiment un tour d'horizon sur l'ensemble des tests qui existent déjà, et après nous allons passer maintenant au TDD. Ensuite, nous allons faire une partie qui sera vraiment pratique, où on va vraiment se mettre dans le code. Alors, sans plus tarder, voici le plan en fait de cette présentation-là. Nous verrons d'abord les tests dans le domaine du développement logiciel. Ensuite, nous parlerons en fait des TDD. En troisième position, nous verrons en fait comment fonctionne le TDD. Et en quatrième partie, nous verrons les avantages d'utiliser le développement piloté par les tests. Et en cinquième et dernière position, nous verrons un cas pratique fait avec Node.js. Alors, donc, c'est quoi les tests faits dans le développement logiciel? Il faut dire que les tests dans le développement logiciel sont des tests logiciels réalisés à travers des tests. Donc, le but est de détecter les erreurs dans l'ensemble de l'application. Donc, le but des tests, c'est vraiment de détecter les erreurs pour éviter vraiment toute surprise lorsqu'on va déployer notre application en production. Les tests permettent d'améliorer la qualité de vos logiciels tout en diminuant les coûts, en maximisant sur le retour sur investissement et le temps de développement. Il faut dire qu'un logiciel qui contient beaucoup de bugs, qui n'a pas été testé avant d'être déployé, va contenir forcément beaucoup de bugs. Et un logiciel qui contient beaucoup de bugs, c'est un logiciel vraiment qu'il faut, comment on appelle ça, revenir au fait à chaque fois dessus pour corriger les erreurs, Et ça coûte du temps et ça coûte aussi beaucoup d'argent. Donc, dans le domaine de la conception logicielle, les tests d'application sont répartis en plusieurs catégories. On peut faire les tests d'interface, vérifier, voir si les boutons sont bien placés, est-ce que les formulaires s'affichent bien, tout ça. Ensuite, nous avons les tests sur les fonctionnalités de base, tels que est-ce que l'enregistrement peut-être d'un client se passe bien dans l'application. Nous avons aussi les tests au fait de base de données. Est-ce qu'on arrive vraiment à se connecter à la base de données normalement? Est-ce qu'il n'y a pas des erreurs du retour au fait de la base de données, tout ça? Et on a aussi les tests de montée en charge. Lors de ces tests de montée en charge, on vérifie voir est-ce que pour une personne qui est connectée à l'application, si tout va bien, est-ce que l'application peut peut-être supporter peut-être 10 000 utilisateurs connectés pour voir vraiment est-ce que l'application ralentit lorsqu'on a une montée en charge qui est vraiment significative ou pas. Et il y a d'autres tests, j'en passe. Donc, pour les tests d'application, le processus de test comprend plusieurs phases. Donc, une phase d'analyse des besoins, déjà. Ensuite, la planification des tests, l'analyse des tests, la conception des tests, l'exécution et le signalement des erreurs. Parce qu'une chose est de tester l'application, mais l'autre aussi est de pouvoir faire des retours sur les erreurs qui ont été rencontrées lors des tests de l'application pour que les personnes habilitées puissent apporter des corrections pour réuploader au fait le code de cette application-là pour que l'application soit dans un état cohérent. Alors, donc, on voit ici qu'on a, dans un premier temps, d'abord, il faut chercher d'abord à détecter les erreurs. Ensuite, les tests de développement de l'application cherchent d'abord à détecter les erreurs. Ensuite, sa deuxième vocation, c'est d'améliorer la qualité. C'est d'améliorer la qualité du logiciel. Ensuite, on a en troisième position la diminution des coûts de développement. En quatrième position, on a la maximisation des coûts sur l'investissement, le retour par an sur l'investissement. Ensuite, on a la réduction du temps de développement et l'un des piliers vraiment des tests dans le développement d'application, c'est vraiment que l'application puisse répondre aux spécifications du client. Alors, comment tester au fait une application? Donc, les applications de produits logiciels présentent un certain nombre de caractéristiques qui sont très variées, tant au niveau des fonctionnalités que des méthodes appliquées.
Les tests d'application assurent ainsi le bon fonctionnement du programme d'une application. Le processus de test d'une application se déroule en 4 étapes. La première étape, c'est d'abord d'élaborer le plan de test en fonction des besoins de l'application. C'est-à-dire décider quelle partie de l'application va être testée, quelles sont les fonctionnalités qu'on va tester, quelles sont les fonctionnalités qu'on ne va pas tester, en fonction, en fait, des besoins vraiment de l'application. Voilà. En deuxième partie, il faut développer les tests manuels et les tests automatisés, parce qu'on ne pourra pas vraiment automatiser tous les tests. Il ne faudrait pas aussi que tous les tests soient aussi manuels. En troisième étape, il faut tester les fonctionnalités pour valider les spécifications en fait, de l'application. On peut tester les différentes, les endpoints, on peut tester, on va dire quoi, une fonction, on peut tester une connexion à la base de données, mais il faut prendre fonctionnalité aussi, fonctionnalité par fonctionnalité dans l'application, qui revient en fait depuis la spécification de l'application. Il faut en fait tester chaque spécification pour voir vraiment est-ce que les spécifications, est-ce que l'application respecte les spécifications du client. Alors, la dernière étape, c'est d'exécuter les tests de charge afin d'ajuster les performances de l'application. Les tests de charge sont très importants, mais sont souvent en fait négligés dans le processus de développement d'une application. Parce que généralement, quand on développe une application, quand l'application reçoit les différents tests et que l'application fonctionne bien, on se dit que c'est bon, on cherche peut-être un hébergeur, ou bien on cherche peut-être un serveur, un VPS, ou bien on achète un serveur distant, ou bien peut-être on déploie même sur le serveur en fait, local de l'entreprise, et puis c'est bon. Alors que il faut vérifier, voir est-ce que la taille du trafic, est-ce que l'application vraiment peut supporter la taille au fait du trafic auquel on s'attend. Et ça, c'est vraiment un aspect qui est très important, mais qui est souvent négligé dans le processus de développement. Donc, vérifiez, voir est-ce qu'avec 100 personnes qui sont connectées, est-ce que l'application fonctionne bien, l'application, pardon, se comporte bien. Et essayez de faire une simulation peut-être avec 1000, 2000, voire 10 000 personnes en fonction de la taille de l'entreprise pour simuler un grand flux de personnes qui veulent accéder à l'application au même moment et voir le comportement de l'application pendant cette montée en charge-là. Alors, quels sont les différents types de tests au fait qu'on a déjà? Dans un premier temps, on a les tests unitaires. Les tests unitaires, c'est vraiment les tests vraiment de bas niveau. Hein. Ils sont vraiment près du code source de votre application. Ils consistent à tester les méthodes et les fonctions individuelles des classes et les composants de votre application. Les tests unitaires sont en général pas chers au fait. Voilà, ils ne coûtent pas cher à automatiser et peuvent être exécutés rapidement sur un serveur d'intégration continue. Après ça, on passe au fait au test d'intégration. Les tests d'intégration vérifient que les différents modules de votre service utile, les tests d'intégration vraiment vérifient que les différents modules qui sont utilisés en fait, dans votre application fonctionnent bien. C'est-à-dire que la communication entre les différents modules en fait, se passe bien. Par exemple, ils peuvent tester l'intégration avec la base de données ou s'assurer que les microservices fonctionnent ensemble comme prévu. Donc, ces types de tests sont plus coûteux à exécuter car ils nécessitent que plusieurs parties de votre application soient déjà fonctionnelles. À trois, nous avons les tests fonctionnels. Les tests fonctionnels se concentrent sur les exigences métiers de l'application. Ils vérifient uniquement la sortie d'une action et non les états intermédiaires du système lors de l'exécution de cette action. C'est-à-dire, si on a une fonctionnalité qui fait appel peut-être à plusieurs méthodes de notre application, les tests fonctionnels vont pas chercher en fait, à vérifier est-ce que la fonction 1, la fonction 2, la fonction 3 marche bien. Lui, ce qui l'importe, c'est est-ce que la fonctionnalité dans sa globalité répond aux besoins. Ensuite, nous avons les tests de bout en bout. Les tests de bout en bout reproduisent le comportement d'un utilisateur avec le logiciel dans un environnement applicatif complet. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient sur la plateforme, le test de bout en bout simule le fait que quelqu'un qui arrive sur la plateforme, peut-être qu'il veut créer son compte, il va entrer ses informations d'utilisateur, il va
Il va envoyer ses informations, les résultats qui lui seront retournés, s'il y a des erreurs ou s'il n'y a pas des erreurs, tout ça. Donc, tout ce processus-là est géré en fait par les tests de bout en bout. Il faut aussi remarquer que les tests de bout en bout sont très utiles, mais ils sont aussi très coûteux à réaliser. Car eux aussi nécessitent que l'application, que tous les modules de votre application soient fonctionnels pour que les tests de bout en bout puissent s'exécuter. Alors, après les tests de bout en bout, nous avons les tests d'acceptation. Les tests d'acceptation sont des formes, les tests d'acceptation sont des tests formels exécutés pour vérifier si un système répond aux exigences métiers. Il nécessite que l'application soit entièrement opérationnelle et se concentre sur la simulation du comportement des utilisateurs et ils peuvent aller plus loin et mesurer la performance du système et rejeter les changements si besoin, si certains objectifs ne sont pas atteints. Après le test d'acceptation, nous avons le test de performance. Je pense que j'en avais parlé un peu plus avant, mais bon, je vais encore revenir là-dessus. Le test de performance évalue les performances d'un système sous une charge de travail spécifique. Donc, on vérifie, voir est-ce qu'avec 100 utilisateurs, le test, il vérifie avec 100 utilisateurs, c'est bon. Si c'est bon, alors il vérifie avec 200. Si c'est bon, il vérifie encore avec 1000, 2000, jusqu'à arriver au point de rupture, de montée en charge de l'application. Et ce qui nous permet de faire un dimensionnement du trafic de notre système et voir si le dimensionnement on va dire quoi, de notre serveur ou bien de notre système n'est pas adapté, peut-être acquérir de nouvelles ressources pour pouvoir répondre vraiment à ces exigences de montée en charge. Alors, pour finir, nous avons les tests, les smoke tests. Les smoke tests sont des tests simples qui vérifient le fonctionnement de base d'une application. Ils sont conçus pour être rapides à s'exécuter et leur but est de donner l'assurance que les caractéristiques principales de votre système fonctionnent comme prévu. Les smoke tests peuvent être utiles juste après la création d'une bulle afin de décider si vous pouvez exécuter les tests plus coûteux. C'est-à-dire, c'est un test qui est juste entre les tests, qui est juste l'intermédiaire entre les tests de montée en charge, les tests les tests de performance et les tests d'acceptation. Alors, après avoir vu les différents types de tests, nous allons voir les bonnes pratiques en matière de tests d'application. Il faut dire que le choix de la bonne stratégie de test pour tester une application est un moyen de garantie pour la détection des erreurs dans l'application. Il faut surtout pas se tromper avec ça. Il est extrêmement important que l'équipe d'assurance qualité respecte un ensemble de processus de référence pour détecter davantage d'erreurs en minimisant le temps. Pour les tests d'application, certaines meilleures pratiques sont là comme celles que je cite ici. Dans une première phase, définir les caractéristiques techniques à tester. Ensuite, passer à une vérification et un contrôle des différents tests qu'on a mis en place. En troisième temps, il faut faire un test multiplateforme. Et en quoi consistent les tests multiplateformes? Ou bien, quelle est son importance? Le test multiplateforme est important d'autant plus que une application qui marche sur un système Linux ne va peut-être pas avoir le même comportement qu'un système Windows ou un système macOS. Ou une application qui marche peut-être sur une application web peut-être qui fonctionne bien sur Safari ou bien sur Chrome. Ben, il pourra peut-être avoir un comportement différent sur Mozilla Firefox. Donc, voilà pourquoi c'est important de faire les tests multiplateformes pour s'assurer vraiment que quelle que soit la plateforme auquel, on va dire que l'utilisateur final va utiliser pour utiliser la plateforme et que la plateforme puisse répondre vraiment comme spécifié par le client. Après cela, maintenant, on peut passer à l'automatisation des tests. Alors, après avoir fait vraiment un tour vraiment très bref de ce qui c'est que les tests, il faut dire que c'est carrément une discipline, on ne peut pas vraiment tout dire ici. Donc, pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent vraiment aller faire plus de recherches par rapport à ça. Donc, après avoir fait ce tour-là, nous allons voir vraiment qu'est-ce que c'est que les TDD.
Alors, le TDD signifie Test Driven Development. Et c'est quoi le Test Driven Development? Le TDD est une méthode agile. D'abord, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec Agile, c'est une méthode c'est une méthodologie en fait de conception logicielle. Donc, pour ceux qui ne sont pas trop familiarisés avec, peuvent aller faire quelques recherches dessus parce qu'actuellement, c'est très utilisé. Donc, le TDD est une méthodologie, une méthode agile qui pousse les développeurs à corriger les bugs au fur et à mesure de la programmation d'une application. Il désigne un style de programmation dans lequel 3 activités sont étroitement imbriquées. On a 1, le codage, 2, les tests, et 3, la conception. Il peut être décrit succinctement par l'ensemble des règles suivantes. En un premier temps, on écrit les tests unitaires. On écrit les tests unitaires qui sont simples, décrivant un aspect du programme. C'est-à-dire, on peut écrire peut-être un test qui va dire créer un utilisateur peut-être. Juste le test. Ensuite, en deuxième étape, on exécute les tests qui devraient échouer car le programme ne dispose pas de cette fonctionnalité. J'ai omis un aspect très important de TDD qui est que quand on s'oriente vraiment vers la conception orientée, le développement orienté test, c'est les tests qu'on écrit en premier avant d'écrire le code de l'application. On écrit d'abord le test, ensuite on écrit du code, logiquement qui va échouer parce qu'il n'y a pas de code au fait qui va traverser ce test-là d'abord. Donc malgré ça, on exécute ce test-là. Et après, quand le test échoue, on vient écrire du code maintenant, du code vraiment minimal qui va traverser au fait ce test-là. Donc, c'est ça qui est expliqué en étape 3 ici. On écrit juste assez de code plus simple possible pour que ce test-là puisse réussir. Et lorsque le code est réussi, lorsque ce code-là passe le test, on vérifie maintenant est-ce que le code-là, il est optimisé, est-ce qu'il répond en fait aux critères de simplicité au fait du code. Si oui, on passe au test suivant. Sinon, on essaie de refactoriser, de faire un refactoring au fait du code pour que le code soit le plus simple et minimaliste possible. À l'état simple, on répète au fait cette même opération pour tous les tests. Alors, ce fonctionnement est décrit par ce graphique-là. Donc, ici, dans un premier temps, on écrit d'abord le test. Ensuite, on vérifie si le test passe, si le test il passe, parce qu'il n'y a pas de code, normalement, il doit échouer. Donc, si le test n'échoue pas, ça veut dire que la fonctionnalité a déjà été écrite. Donc, on revient encore, écrire encore un autre test. Sinon, si le test échoue, on passe maintenant ici, écrire le code le plus minimaliste pour pouvoir vraiment écrire le code le plus minimal pour pouvoir passer ce test-là. Donc, si ce code-là échoue, on le réécrit encore jusqu'à ce que le code puisse passer faire le test. Et si le code passe le test, on vérifie que tous les tests sont bons. Si tous les tests sont bons, alors on peut faire du refactoring. Bon, cette partie-là, elle est vraiment à discuter parce que on peut vraiment faire soit du refactoring sur les tests, sur chaque test après qu'il est passé, sur chaque code après qu'il ait passé le test, ou bien on peut décider de dire, bon, écoutez, nous on écrit les tests, on écrit du code pour passer le test, et lorsque le code il passe ce test-là, on attend après, on va écrire les autres codes jusqu'à ce que quand tous les tests sont finis, avant de venir faire le refactoring. Ça, c'est vraiment une politique à maintenir. Ça, c'est vraiment une politique qui fait que les développeurs doivent choisir. Donc, ainsi de suite. Alors, après avoir vu comment est-ce que fonctionne le TDD, nous allons voir maintenant les avantages du TDD. Quels sont les avantages du TDD? Dans un premier temps, le TDD garantit que votre code source est testé en profondeur au niveau de la confirmation. Ça veut dire que quand vous dites que le code il est bon, ça veut dire qu'il est vraiment bon. Il n'y a plus vraiment besoin de faire un test encore pour vérifier que le code il est bon. Vraiment côté code. Parce qu'il y a d'autres tests d'intégration, il y a d'autres tests de trucs. Côté code, c'est vraiment test de montée en charge. Mais côté code, le TDD garantit vraiment que votre code est vraiment testé en profondeur. Dans un deuxième temps, le TDD garantit que votre système répond réellement aux exigences qui lui sont définies. Parce qu'on écrit les tests en fonction des exigences au fait de l'application. Donc, si les différents codes écrits
dans l'application passe tous les tests, ça veut dire que les gens sont respectés. Dans un troisième temps, le TDD contribue à renforcer la confiance dans votre système. Pourquoi renforcer la confiance dans votre système? Parce que si votre application a passé tous les tests qui ont été écrits, vous pouvez être sûr à quasiment 99,99% que votre code il est bon, il est fonctionnel et qu'il ne va pas être cassé au fait à un moment donné. À l'étape 4, le TDD met l'accent sur le code de production qui vérifie si les tests fonctionnels, si les tests fonctionnent correctement. C'est vrai, ici encore, je pense que c'est un peu une redondance qui a été, bon, une redondance parce que ça arrivait en fait à la partie 3. Donc, à l'étape 5, obtenir une couverture de test à 100%. C'est-à-dire, quand vous avez fini d'écrire tous les tests de votre application et que votre code a eu à traverser tous les tests de votre application, ça veut dire que votre code il est couvert à 100% par les tests. Alors, je vais m'arrêter ici sur la partie théorique. Et puis, s'il y a des questions, je vais y répondre rapidement. Avant d'attaquer, au fait, la deuxième partie qui est la partie pratique. On va essayer de mettre vraiment la main dans le code pour vous montrer un peu comment est-ce que ça se passe au fait avec les TDD. Merci bien d'avoir fait cette présentation. Si vous avez des questions, levez la main ou bien posez-les directement dans le chat. On va y répondre. Oui, Michael, la parole. Ok, bonsoir. Donc, déjà, merci à M. Oda pour cette belle présentation et pour cette première partie du moins. En fait, j'avais quelques questions. Premièrement, c'était par rapport vous avez essayé de lister un peu les avantages des tests. Et parmi les avantages, il y a la partie réduction du temps de développement. Mais maintenant, bon, en fait, j'ai du mal à cerner la partie réduction du temps, vu que, en fait, le temps même pour implémenter ces tests-là est quand même assez long et ça, on peut dire, ça peut empiéter sur le temps du développement. En quoi les tests réduisent le temps de développement, en fait? J'ai du mal à cerner ça, en fait. Ça, c'était ma première question. Je ne sais pas si je continue toutes mes questions ou bien on va répondre au fur et à mesure, je ne sais pas. On va répondre au fur et à mesure. Il y a trois parties qui ont fait On va répondre au fur et à mesure, c'est ça? Oui, tu réponds à la question. Après, il y a Alexis qui a levé la main. D'accord. Alors, pour la réduction du temps, quel est le rapport en fait, entre l'écriture des tests et puis la réduction du temps de développement? C'est très simple en fait. La réduction du temps en fait, est une conséquence en fait, du résultat des tests. C'est-à-dire quoi? Quand on écrit au fait du test, on veut s'assurer que tout ce qu'on a mis dans l'application, il marche correctement. Et si les tests passent, ça veut dire que voilà, ça veut dire normalement que tout est bon. On n'aura plus, on aura cette garantie-là qu'on n'aura plus vraiment à revenir sur les mêmes fonctionnalités. Que le client va nous appeler pour nous dire, écoutez, il y a cette partie-là qui ne marche pas, il y a cette partie-là qui ne marche pas, cette partie-là qui ne marche pas. Parce que quand ça arrive, ça veut dire qu'on doit encore rappeler encore les développeurs qui vont encore venir s'asseoir en fait, sur le code, l'analyser d'abord. Si ce sont les mêmes développeurs, bien sûr, ils vont l'analyser pour pouvoir en fait, détecter les points en fait, où ça ne va pas et pouvoir apporter en fait, un correctif. Ce temps-là peut être plus ou moins long si ce sont les développeurs, c'est les personnes vraiment qui travaillent sur la plateforme. Mais si ce sont de nouveaux développeurs, tu es d'accord avec moi qu'ils doivent encore prendre beaucoup plus de temps pour comprendre la logique que les anciens développeurs ont utilisée pour développer la plateforme, avant même de pouvoir penser à la correction en fait, des éventuels bugs, ou bien des bugs en fait, qui ont été répertoriés. Donc, quand on prend temps pour écrire les tests, quand on calcule le temps pour écrire les tests, et puis le temps pour revenir sur l'application, il n'y a pas photo. Le temps pour revenir en fait, sur l'application coûte beaucoup plus cher en temps que le temps qu'il faut pour tester une application. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, c'est clair maintenant. Merci beaucoup.
OK. J'enchaîne en même temps avec ma deuxième question ou bien... On va écouter monsieur. Voilà. Ok. Oui, monsieur, par Ouais. Par contre, Oda, il faut vous synchroniser avec Séverin là, parce qu'il y a un écho quand même, hein. Quand on parle, surtout quand c'est Séverin qui parle, on entend l'écho. Ben, merci Oda pour la première partie de ta présentation. C'est super, c'est clair, et puis voilà, y a aucun souci. Moi, j'avais déjà pour un complément là pour Jocelyn et pour éclairer et aller un peu plus loin, compléter la réponse de Oda qu'il a expliqué. Il y a un nom pour ça, ça s'appelle la dette technique. Donc le fait de faire Ouais. du TDD, ça limite la dette technique, et la dette technique, c'est ce qui tue les logiciels et qui consomme les marges qu'une application doit dégager. Donc quand on développe une application avec des bugs, ben, on l'a développé rapidement, ce qu'on appelle couramment en anglais quick and dirty, ça marche. Mais plus l'application est utilisée, plus il y a des bugs qui apparaissent, et tous ces bugs-là, c'est le temps du développement qu'on a pensé économiser, mais qui va ressurgir comme un serpent de mer, qui va bouffer toute la marge qu'on avait calculée au départ pour l'application. Donc, vraiment, voilà. Donc, en apparence, on peut penser que les tests au début, ça nous fait perdre du temps, mais au contraire, c'est un gain de temps pour non seulement la qualité logicielle, et aussi pas de dette technique. Donc, les marges calculées sont des marges. Quand je parle de marge, c'est l'argent, hein, l'argent que le logiciel va générer. On va pas dépenser l'argent pour engager, comme disait Oda, d'autres personnes, d'autres développeurs pour corriger les bugs. Et c'est qu'on appelle la TMance. Donc, voilà. Et ça, c'est la maintenance en conditions d'exploitation. Donc, c'est un gain de temps parce qu'on investit pour le futur. Et le futur, c'est pour éviter la dette technique. C'est vraiment sur ça que le TDD est une discipline très forte, en fait. Dans l'immédiat, on pense qu'on perd du temps. Donc voilà, ça, c'était le petit complément. Moi, j'avais une question concernant quand tu as donné la chronologie des tests, j'ai été surpris de voir les smoke tests en 7e position. Et dans tes explications, tu as dit finalement que les smoke tests, c'est entre les tests d'acceptation, de performance. Et si tu peux revenir sur le slide. Oui. Voilà, là. Ici. Ouais. Tu as bien expliqué, voilà. Moi, je considère que effectivement, quand on prend le 1, 2, 3 jusqu'à 6, ça, c'est le niveau de test qui permettent justement avec des niveaux de complexité. Quand je dis complexité, hein, ça peut impliquer d'autres systèmes externes à notre application. Donc, il faut pouvoir les tester et être sûr que, voilà, quand on fait une requête HTTP vers un autre serveur, comment on teste que la requête elle passe bien et que ce qu'on obtient, c'est ce qu'on attend. Moi, je m'attendais à ce que, par exemple, les smoke tests, soient, je dirais, juste après, je dirais soit les tests unitaires ou les tests d'intégration, en fait. Ouais, ok. Ouais, je comprends. C'est normalement la valeur place. Ouais, c'est normalement en fait la valeur place parce que juste après les tests unitaires, avant les tests d'intégration, on peut placer des smoke tests déjà. Ah oui. Voilà. Comme ça, on se coupe des systèmes externes, on teste notre application aux bornes des applications tierces avec bien sûr un contrat d'interface et de retour de réponse que le système externe va nous envoyer. C'est ce que font JUnit, Mockito, tout ce qu'on peut trouver. Hein. Et en fait, ça nous permet de tester au-delà de tests unitaires. On peut faire des tests tous les tests que tu mets là. Et une fois qu'on pense que notre système est bien testé aux bornes des autres systèmes périphériques, on peut faire les tests que tu proposes là et puis voir les tests de performance sur une plateforme qui est à l'image de notre production cible, en fait. Ouais. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais et c'est ce que j'ai appris à faire. Et en termes d'ingénierie logicielle, voilà, je pense que ça commence à devenir un standard, si ce n'est déjà un standard. Voilà. Donc, moi, j'aurais le revu en 2e ou 3e position, ça dépend. Voilà, c'était ça ma question. Oui, exactement. Je pense que les smoke tests de leur utilité et puis de leur définition, c'est vraiment là le fait de leur place en fait. Ok. Ouais.
Bon, ben, super. Donc, on est alliés. Merci, ouais. Je vais baisser la main. Merci, Oda. Super, merci bien à M. Koala pour ce Je crois qu'il y a Jocelyn qui avait une deuxième question. Je sais pas. Jocelyn, on t'écoute pour la... Oui, ma question c'était par rapport au test de performance. De ce que j'ai compris, c'est, on va dire, on teste ici la montée en charge et la performance de l'application, par exemple. Mais bon, je veux voir, est-ce que ce test, en fait, est-ce qu'elle est réellement nécessaire ou bien on peut dire elle est, on va dire, primordiale, en ce sens où déjà on ne sait pas finalement combien de personnes vont se connecter. Là, on peut faire le test, ça peut marcher pour 10 000 personnes et on se retrouve avec 100 000, voire 200 000 personnes. Dans ce cas, est-ce que ces tests-là, bon, est-ce que c'est pertinent de faire ce type de test? D'autant que peut-être ça va coûter de l'argent ou bien bon, du temps. Est-ce que, en fait, la pertinence de ce test, en fait, est-ce qu'elle est pertinente? D'accord, je vais répondre. C'était ça, ce test, c'est ce que je disais au fait, et je m'attendais déjà au fait à ce type de questions. J'avais mis au fait l'accent que ce test a été négligé. Pourtant, c'est l'un des tests au fait les plus importants. En fait. Parce que c'est ce test au fait qui va te permettre de dimensionner au fait tes ressources. Pour éviter que tu aies un dimensionnement en fait, de tes ressources qui soit peut-être en deçà, au fait, des performances, en deçà des exigences au fait, de ton application, il faut forcément faire les tests de performance. Si tu fais un test de performance pour 10 000 personnes et qu'à la fin, en fait, pour 10 000 requêtes, et après, en fait, tu as, comment on appelle ça, tu as 100 000 requêtes, ça veut dire peut-être que tu n'as pas su anticiper, au fait. Parce qu'une application n'est pas figée, au fait, dans le temps, en fait. Au fur et à mesure de trafic, si ce mois-là, tu as eu, on va dire quoi, tu as eu 100 personnes, tu as eu 100 trafics aussi sur la plateforme, et que le mois prochain, tu vois que tu as eu 400 personnes, alors que tu as dimensionné en fait, tes ressources pour 1000 personnes, tu dois commencer déjà on va dire, à anticiper que peut-être dans un an, dans 2 ans, peut-être, ton dimensionnement peut-être va être caduque et qu'il va falloir peut-être passer en fait, à un autre niveau de dimensionnement. Mais si tu ne fais pas cette montée en charge dès le début pour pouvoir dimensionner en fait, tes ressources, ben, il se peut même que si 100 personnes se connectent, ton système il tombe, en fait. Oui, exactement. Ouais. Alors, si je peux me permettre, monsieur le modérateur, pour compléter ce que Oda a dit, hein, pour aller dans le même sens, en fait, je dirais que tous ces tests-là, ils sont pas obligatoires. Mais tout dépend de ton périmètre et de ton domaine et de ta cible marché, en fait. Si tu as une application qui est critique, tu as intérêt à investir dans les tests. Par exemple, je prends une application qui est critique, c'est quoi? C'est une application où on vire de l'argent à des gens. Bon. Si par exemple, tu fais pas les tests qui sont là, le jour où tu as un problème, tu payeras plus cher que l'argent que tu aurais mis pour faire les tests. OK? Si tu as une application dans le domaine médical où on opère des gens, il y a des données patients, ben, si tu fais pas les tests et que tu as un souci, tu vas payer plus cher, voire même tu vas fermer ton entreprise parce que tu vas être attaqué en justice. Mais une application où les gens jouent, où les gens s'appellent, tu peux ne pas faire. Si la plateforme tombe, c'est pas très grave. Les gens reviendront parce que c'est du divertissement. Tout dépend du budget que tu as et du niveau de performance que tu as envie de donner. Si tu dis, moi, ma plateforme ne peut pas supporter plus de 100 requêtes simultanées, tu l'affiches sur ta page. Voilà, les gens, ils savent bien qu'au-delà de 100, ben, la plateforme elle tombe, ils sont au courant, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si le fait d'avoir beaucoup de gens sur ta plateforme, c'est un critère différenciant, ben, tu as intérêt à faire des paliers. Hein. Dans les tests de performance, il y a des paliers. Palier 10, palier de 100, palier de 1000, 10 000, ainsi de suite, jusqu'à 1 million. Et il y a des outils pour ça. Hein. Il y a des outils pour faire des tests de performance, de charge, de montée en charge, pour voir jusqu'où ta plateforme est tient. Et comme ça, tu peux l'afficher parce que c'est quelque chose aussi de différenciant sur laquelle tu peux communiquer. Tu peux dire, moi, mon service, il est disponible tout le temps, quel que soit le nombre de connectés ou jusqu'à 1 million de connectés. Eh ben, ça, c'est un critère et c'est un argument commercial, par exemple. Je m'arrête là. C'est un critère de qualité aussi, je pense. Voilà. Ok, super beaucoup. Merci pour les réponses. C'est un peu plus clair maintenant. Okay. Maintenant, un dernier rapidement pour la route. Le sujet est très intéressant. Dans tes propos, Oda, tu as dit que, comment on appelle ça?
le fait de passer un test avec succès signifie que réellement le code est bon. Est-ce que le fait de passer un test avec succès réellement, le code est bon? Parce que si le test a été mal écrit, est-ce que le code est bon? Ah non, maintenant toi-même, tu vois la faille dans ce que tu dis. Le test ne doit pas être mal écrit, en fait. C'est un couple parfait, en fait. Il ne faudrait pas qu'un soit bancal, au fait, sinon forcément ça va jouer sur le parti. C'est un couple parfait. Les tests doivent être bien écrits. Voilà pourquoi on dit les tests doivent répondre aux exigences au fait de la plateforme. Et si le test répond aux exigences de la plateforme, ça veut dire que le test était bien écrit en tenant compte de ces exigences-là. Et si ce code que tu écris pour traverser ce test-là, il traverse vraiment ce test, ça veut dire vraiment que voilà, le code, il est bon. En tout cas, pour ces exigences-là, il est bon. Ok, super. Merci. C'est bon pour moi. Merci beaucoup. Modérateur, y a-t-il d'autres questions? Oui, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions en attente là. Il y a une autre personne qui avait levé la main, je n'ai pas pu. Je pense qu'il y a des messages dans le chat, je ne sais pas. Dans le chat, c'est le message de Yé Gildas. C'est une belle présentation. Donc, tu peux. D'accord. Ah, non, il y a une question. Non, non. Il y a une question de Yé Gildas toujours. Okay. Y a-t-il d'autres méthodes de développement en plus du TDD? Ça me paraît être une bonne attitude de développement et j'aimerais savoir s'il en existe d'autres. Pour plus tard, faire une étude comparative et voir dans quel contexte les utiliser. Sauf si vous m'assurez que c'est la meilleure méthode parmi les méthodes. Merci. D'accord. Merci, Yé. Bon, je vais vraiment répondre à cette question-là sous réserve vraiment de Alexis Kuala, parce que voilà, comme tu l'as dit dès le début, quand la tête est là, le genou ne peut pas le chapeau. Alors, le TDD, c'est une méthode de fait qui a rapidement été adoptée parce que voilà, avec tous ces avantages-là, ça ne pouvait vraiment qu'être, on va dire quoi, que vraiment avoir fait le vent en poupe, en fait. Maintenant, il y a d'autres méthodes. Mais je n'ai pas fait au fait de recherche poussée par rapport à ça. Et c'est qu'il y a le BDD. Je sais pas, j'ai vraiment pas fait de recherche dessus, mais j'ai vu ça rapidement en passant. Il y a le BDD, il y a, je pense qu'il y a quand même un certain nombre au fait de méthodes dans le cadre du développement d'une application. Mais bon, je ne vais pas vraiment dire ce que je ne connais pas. Peut-être que je vais laisser Alexis, s'il a des éléments de réponse par rapport à ça, il pourra compléter. Ouais, effectivement, il y a le BDD. Donc, il faut savoir que le TDD, c'est côté développeur, celui qui tape le code. Donc, c'est lui qui a la main. Ensuite, tu as le BDD, c'est Behavior Driven Development. Donc, ça, c'est côté les gens qui font du design, les product owners, du design thinking. Donc, il y a un langage spécial pour décrire le comportement des utilisateurs et ce qu'ils attendent. Et tu peux tester justement tes user stories et tes fonctionnalités, en fait, avec ce langage descriptif qui s'appuie sur Gherkin ou Concomber. Vous pouvez regarder sur Internet. C'est des langages descriptifs qui permettent de décrire des tests et ça s'appelle le BDD. Ensuite, on a l'extreme programming. L'extreme programming, c'est l'ancêtre de tout ce qu'on décrit là. Parce que l'extreme programming, c'est vraiment marqué sur le craftsmanship. Et le craftsmanship, voilà, le TDD répond à un des critères du craftsmanship, c'est-à-dire des logiciels de qualité et testés. Donc, l'extreme programming, ça s'apparente au pair programming. C'est-à-dire le pair programming, c'est-à-dire il y a deux personnes qui codent la même application sur le même PC. Donc, il y a deux mains qui tapent et il y a deux têtes qui réfléchissent et il y a quatre mains qui pourraient taper. Et donc, l'extreme programming est vraiment au cœur des pratiques logicielles qui permettent justement la montée en compétences rapidement sur justement pour des juniors ou des gens un peu plus expérimentés ou des experts qui veulent donner la main. Après, on a le FDD, donc le Fast Driven Development, mais ça c'est une méthode agile qui n'est pas juste calquée au développement logiciel, mais tout un ensemble de gestion de projet logiciel en fait. Donc ce qu'il faut retenir, c'est le BDD, le XP, avec le TDD qui nourrissent, je dirais, le courant ou le mindset du craftsmanship. C'est ce que je connais et c'est ce que aussi j'ai pratiqué.
OK. Et je m'arrête là. J'espère que je laisse à des éléments de réponse. Il y Et a, puis, il y a bon, je le laisse. DDT aussi. C'est quoi le DDT? Data Driven Test. Ça veut dire des tests orientés sur les données. Ouais, Ça veut dire qu'on a un type de d'accord. données, un test. Voilà, ça c'est un nouveau courant, mais qui est déjà là, je pense, par rapport à l'avènement du machine learning, IOPS, Big Data. Mm. Merci, Jocelyn. Ben, je suis déjà. Oui. Ouais, j'allais dire merci bien à tous pour l'apport. S'il n'y a pas d'autres questions, on allait passer directement à ta phase pratique que tu avais préparée là. D'accord. Donc, on va aller rapidement à cette phase-là. Je vais arrêter mon partage. Alors, vous voyez toujours mon écran, hein, c'est ça? Oui, mais c'est ton PowerPoint qu'on voit toujours. Mon PowerPoint. Je fais mon PowerPoint? Non, je fais mon PowerPoint. Ah, ok, d'accord. Il faut que je change en fait l'écran que je partage. Ok. Voilà, ici. Voilà. C'est bon. C'est bon, mon écran est visible maintenant? Oui, c'est visible. Ok. Donc, comme je disais, on va faire vraiment un test rapide avec pour voir vraiment comment mettre en place au fait, le TDD. Et là, ici, je vais utiliser Node.js parce que c'est le langage au fait, que j'utilise actuellement. J'ai déjà fait au fait le TDD avec du Java Spring Boot. J'ai déjà aussi fait du TDD aussi avec du PHP. Donc, bon, au besoin, quoi, pour ceux qui peut-être auraient vraiment envie de travailler au fait avec le TDD, avec ces différents langages-là, on pourra peut-être essayer de voir ce qu'on pourra faire ensemble. Alors, donc ici, j'ai vraiment configuré en fait, mon environnement de test. Donc, j'utilise ici SuperTest avec Guest pour faire en fait, mon test. Donc, j'utilise Get avec SuperTest pour pouvoir pouvoir faire exécuter mes tests. Alors, ici, j'ai écrit, c'est une application simple. Hein. Je vais pouvoir en fait, enregistrer en fait, un utilisateur et puis pouvoir en fait, lister, en fait, retourner en fait, la liste des utilisateurs en utilisant le TDD. Quelqu'un peut m'aider à réduire ce truc-là, cette bannière avec ce truc-là? Bon, On peut. Faut passer en mode plein écran. Option d'affichage, tu passes en mode plein écran. Voilà. En haut, tu as option d'affichage. Je ne vois pas. Voilà. Ah bon? Ah bien, attends. Ici. Tu vois pas? Non, je ne vois pas. Option d'affichage. Il va être mort, non. Bon, bah, je peux pas t'aider. Je suis désolé. Bon, d'accord. Ok, super, c'est bon. Voilà. Mais vous voyez, en fait, mon IDE? Oui, Oui, on voit. Tu es prêt à taper, là, on voit le prompteur. Hein. Exactement, ok, d'accord. Donc ici, ici j'ai mon user model qui est là. J'ai vraiment on va dire, j'ai bien mis quelques codes. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Mais bon, pour éviter vraiment de perdre vraiment beaucoup de temps, j'ai initié déjà en fait mon modèle. Et là, j'ai juste fait une classe, juste un fichier au fait JavaScript où en fait je définis en fait une constante user qui est de type map. Voilà, et puis voilà. Je crée la fonction en fait pour lister la liste. Pour lister en fait, les utilisateurs. Ensuite, c'est une fonction pour ajouter. Bon, ici, ce sont les fonctions d'accès aux fait de données. Donc, que je vais appeler directement en fait, dans mes contrôleurs, dans mon contrôleur ici. Mon contrôleur est vide parce que, au fait, les tests que je vais faire, je vais pouvoir appeler les méthodes au fait, du contrôleur pour qu'il puisse me retourner au fait, des résultats en, fait, en fonction des tests que je vais appeler. Et vu qu'on a dit au fait que dans le TDD, on n'écrit vraiment aucun code, il faut d'abord commencer d'abord par écrire les tests. Donc, on va commencer d'abord par écrire les tests, ensuite on va venir pour écrire les contrôleurs. Mais je vous montre vraiment le fil rouge au fait de mon projet. Alors ici, j'ai le routeur ici.
Et le routeur où j'appelle au fait les différentes méthodes HTTP pour pouvoir exécuter mon truc. Ensuite, j'ai mon application qui run ici. J'ai aussi mon serveur configuré ici qui tourne au fait sur le port unique. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer déjà d'écrire d'abord un premier test. Alors, je vais essayer d'écrire un premier test. Donc, pour écrire le test, j'avais déjà initié le fichier user.test.js. Donc, ici, pour écrire le test en JavaScript, mais aussi, je pense aussi en PHP, c'est la même chose. Il faut d'abord commencer par la fonction describe. Alors, describe, ensuite, d'abord, je vais commencer d'abord par importer ma bibliothèque de test, pardon. Donc, je vais utiliser request. Alors, je vais rapidement appeler le super test. Okay. Ensuite, je vais importer au fait l'app depuis, donc ça pense ici, app, et je vais déployer aussi de slash de famille app. Ah, c'est pas request, c'est deploy. Donc ici, maintenant, je vais commencer déjà par écrire mon premier test. Donc, describe. Describe. Qu'est-ce que le test doit faire? Le type de test, donc je vais mettre test. Alors, get /user. Après ça, en fait, je vais initier une fonction fléchée qui est une fonction de callback. Alors, comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici? J'appelle la fonction test. OK. Qui prend en paramètre d'abord une chaîne de caractères qui va décrire le test. Donc, je vais mettre it should. En fait, ce test-là doit me retourner une réponse au fait de 200 et une réponse au fait HTTP 200 lorsque il arrive vraiment à retourner les utilisateurs que je demande en fait. Donc, it should response pardon. With success. Alors, lui aussi, il appelle une méthode de test, un callback, pardon, ici. Alors, ici, super. Donc, ici, je vais écrire un constant response pour récupérer la réponse. Response, avant, ça a été que je déclare au fait cette fonction en fait asynchrone. Simplement avec request. Okay. Là, maintenant, je passe en fait mon application en fait directement en paramètre app. Ensuite, j'appelle maintenant la méthode, que je veux, c'est-à-dire qu'une méthode, genre un verbe au fait HTTP. Ici, je vais utiliser le verbe get. Ici, je lui passe maintenant le chemin, l'URL, c'est-à-dire users. Alors, on est passé user. Et là, je peux maintenant appeler quand tout se passe bien, quel résultat, en fait, à quel résultat, en fait, je m'attends? Donc, je m'attends, en fait, à un statu quo de fait de 200. Donc, je vais mettre ici expect. Voilà. Maintenant, quel est le content type, au fait, auquel je m'attends? Est-ce que la réponse qui doit être retournée lorsque tout se passe bien, est-ce que c'est une récolte de type JSON ou bien c'est une récolte de type XML ou HTML?
Donc là, je peux préciser ça fait avec ici encore une expect. Expect ici, je vais passer mon ici de content type. Le content type que je précise ici est fait avec JSON. C'est des JSON un peu plus rapide. Alors, donc ce test-là, logiquement, si tout va bien, il est bon. Maintenant, pour le moment, je n'ai encore enregistré au fait aucun utilisateur. Mais bon, si la réponse, si c'est la réponse, c'est un tableau, si c'est un tableau JSON-vide, normalement, vous faites un tableau JSON-vide aussi. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois aller maintenant au niveau de mon contrôleur. En même temps, pour préciser, j'ai déjà au fait écrit les routes au fait, ici. J'ai déjà au fait écrit les routes vraiment pour gagner du temps, quoi. Donc, je peux maintenant venir au niveau de mon contrôleur. Ici, maintenant, au niveau de mon contrôleur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant, dans mon contrôleur, je dois écrire le code minimal qui va traverser au fait ce test. C'est-à-dire qu'il va faire un succès au fait à ce test-là. Donc, je m'en vais de ce pas là au fait écrire au fait ce code-là. D'abord, il faut que j'appelle au fait des méthodes au fait qui sont en fait dans mon modèle parce que c'est eux au fait qui permettent d'accéder au fait aux données de ma base de données. Bon, de mon tableau, je vais dire ça comme ça. Donc, pour les appeler, au fait, je vais faire une déstructuration en fait JavaScript. Donc, je vais faire ça pour appeler juste une seule méthode. Donc, c'est get. Pour avoir de l'autocomplétion, je vais faire ici un require rapidement. Je te rappelle qu'il reste moins de 10 minutes. Hein. Quoi ça? Il reste moins de 10 minutes. D'accord. Il reste moins de 10 minutes. Bon, on va faire avec. L'objectif, c'est vraiment de présenter le truc de bout en bout. Donc ici, si j'appelle get all users, donc j'ai la méthode qui est là, bien que je ne l'ai pas encore utilisée. Donc je viens ici maintenant écrire une fonction ici. Je vais l'appeler HTTP get all users. Donc cette méthode-là, elle va prendre en fait une request et retenir une réponse. Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire de lui? Je vais faire juste un return. La réponse reste dot statute je vais passer au fait le statut code 200 point JSON. Est-ce que je vais trouver le JSON ici? Parce que j'ai précisé fait dans la tête de faire du fichier, fait que c'est un JSON que je vais retourner. Et donc ici, je vais faire un get all users. Il va en fait retourner en fait la liste des utilisateurs ici. Alors, pour que tout ça puisse marcher, il faut que j'exporte au fait cette fonction-là. Donc, il peut faire un module ici. Module.export, auquel je vais affecter. Ici, je vais faire une déstructuration. HTTP get all users. Donc là, j'ai ma fonction, au fait, que moi, pour définir l'ensemble des utilisateurs qui appelle mon modèle ici, qui appelle au fait de get all users de mon modèle ici. Et là, au niveau de mes routes, ici, j'avais déjà configuré, donc ici, j'ai déjà fait de get user. Et donc là, ici, qu'est-ce que j'ai à faire maintenant? Je vais maintenant venir lancer en fait, mon serveur. Donc, node watch src slash server.js. J'ai une erreur. Quel type? Ok. Super. Alors, c'est one file CVJS. Ok. Ici, c'est pas là. Alors, on va revenir.
Ah oui, route poste. Ici, ça, ici, je peux commenter celui-là ici, simplement. Donc, c'est bon, mon serveur il est lancé. Ici, on le voit tous. Donc, ici, j'aurais dû déjà tester d'abord le test, voir s'il passe ou s'il passe pas, avant d'écrire le code. Bon, je suis allé un peu plus, parce qu'on n'a peut-être pas le temps. Donc là, ici, maintenant, je peux tester maintenant ce test-là pour voir est-ce qu'il répond en fait normalement. Donc, si je teste ici, voilà. Donc, on voit ici en fait que mon test il passe. Mon test il passe, ça veut dire que c'est quoi? Ça veut dire qu'il arrive en fait à récupérer en fait la liste des utilisateurs, ça fait 1, et que le statut code c'est 200, et aussi que le content type qui est retourné en fait c'est un JSON. Oda, juste une petite remarque. Mais vu qu'on est pris par le temps, pourquoi tu désactives pas le code que tu as écrit et voir que ton test il marche pas, il fail? Oui, je vais le faire rapidement. Ici, je peux peut-être commenter ça. Dans la classe user, tu désactives le code qui est censé renvoyer et puis tu le mets en commentaire. Oui, je le fais ça rapidement. Ok, donc là, ici, si je reviens ici, j'arrête ce test-là. Je viens ici. Et si j'exécute ce petit test normalement, vous voyez que le test il échoue. Ici. Ah. Parce que, voilà, il ne trouve pas, en fait, le code qui répond en fait, à ces exigences-là. En fait. Donc, le test il échoue. Et là, si je reviens ici dans mon contrôleur ici, et que je remets en fait mon code, ici, et que je reviens dans mon test ici, et que j'exécute, mon test il est bon. Je te propose un truc encore. Je suis tatillon, hein, mais si tu reviens sur ton code dans le contrôleur, oui. S'il te plaît. Oui. Tu m'entends là? Oui, je t'entends, oui. Tu reviens dans le tu mets le return tu mets le return en commentaire. D'accord. Voilà. Voilà, tu exécutes ton code. On va voir qu'est-ce qu'il donne. Là, la fonction existe, mais elle fait rien. Donc là, il attend en fait une réponse au fait du contrôleur. Et vu qu'il n'a pas en fait la réponse, en fait, voilà, il a attendu fatigué time out. Voilà. Donc, vous voyez, donc ça, j'ai un squelette de fonction, ça échoue parce qu'il n'y a pas de code. Donc, je vais écrire le code maintenant qu'il attend. Et donc, si tu désactives ton commentaire. Mon contrôleur, ici, ici. Voilà. Là, je l'exécute encore et tout se passe comme sur des roulettes. Donc, ici, il y a bien 3 phases. Hein, parce que bon, Oda est allé vite parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a 3 phases. Il y a la phase où la fonction n'existe pas, donc ça plante. La phase où la fonction existe mais ne fait rien, bah, ça plante aussi. Et la phase où la fonction existe et fait quelque chose. Bon, ici, ça passe, ça pourrait ne pas passer, hein, mais ici, ça passe. Donc, vous voyez, les 3 phases, c'est ça la démarche du TDD, en fait. Hein. Voilà. Et là, on écrit un code minimal qui fait passer le test. On peut l'améliorer, mais c'est le code minimal qui fait passer le test. Mais est-ce qu'il est optimal? On ne sait pas pour l'instant. Maintenant, quand on finit ça, ce qui est intéressant en fait avec ça, c'est que quand on finit avec ça comme ça, on n'est plus au fait, si c'est un endpoint, mais tu n'es même plus obligé d'utiliser soit Postman ou bien peut-être Postman Canary ou bien peut-être Insomnia pour pouvoir faire tester tes endpoints. Tu peux carrément dire au fait que mon application il est correcte, il marche et écrire au fait la documentation par rapport à ça directement. Même si c'est toujours bien de tester normalement. Maintenant, en fait, je voulais en fait ajouter, bon, je sais pas si on a encore du temps. Oui, il nous reste quelques minutes là. Mais, on peut déborder de 5 minutes parce qu'on a commencé en retard. On a commencé à 8, hein, je vous rappelle. Hein. D'accord. Donc, je vais aller rapidement, peut-être sans faire de commentaires, et puis je vais écrire un deuxième test où on va regarder, où je vais essayer d'enregistrer un utilisateur, et puis avec des erreurs, et puis un utilisateur fait sans erreur, voir en fait ce que ça va produire comme résultat pour les tests. Donc là, ça me permet ici, je viens dans mon contrôleur. Donc on a seulement qu'au fait que
un seul verbe, un seul contrôle en fait HTTP qui retourne juste les réponses, qui retourne pardon, la liste fait des utilisateurs. Donc ici, ce que je vais faire, je vais maintenant respecter le TDD maintenant à la lettre. Je vais maintenant écrire maintenant le test maintenant qui va maintenant appeler une fonction fait qui n'existe pas. Alors, je vais faire rapidement pour gagner du temps, je vais copier. Je vais coller, faire des modifications, test post. Return, 200, voilà, response, ça c'est quoi? Ça c'est un post. Voilà, post. Voilà. Voilà. D'accord. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant enregistrer, maintenant, comment on appelle ça, un utilisateur avec des erreurs. Non, un utilisateur sans erreur pour voir comment ça va marcher et un utilisateur sans erreur aussi pour voir comment ça va marcher. Donc ici, ce que je vais faire, parce que pour avoir fait les données d'un utilisateur, il faut que je puisse avoir fait ces données-là avec moi. Il faut que je puisse envoyer ces données-là par la même fonction. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais juste mettre définir une constante. User complete data. Alors, je vais passer ID. Ici, je vais mettre ici 1. Alors, ici, un name. C'est vraiment la structure de mes données que je suis en train de respecter à la lettre. Je vais mettre peut-être ici ensuite ici ensuite phone, je vais mettre ici changement de caractère, ça comme ça, voilà, comme ça c'est bon. Alors donc j'ai mes données qui sont là. Je vais profiter en même temps de copier ça. Faire ici un truc avec j'ai aussi email que j'ai oublié, voilà. Email, voilà, c'est comme ça. Ici, je vais mettre ici. Bon, ici, par contre, je vais enlever l'email. Je vais mettre un complete data ici. Alors, donc ici, pour le poste, pour retourner, en fait, pour envoyer faire les données en fait, ici avec poste, je vais mettre poste ici. Ensuite, juste après le poste, je vais juste ajouter ici la méthode send pour envoyer fait les données. Donc, lui, il s'attend aussi à un tableau JSON. Donc, vu que mes données sont déjà en JSON, donc je mets ici user complete data ici. Là, je pense que je suis bon. Donc, maintenant ici, par contre, lorsque l'enregistrement est fait, est bon, j'ai un static code de fait de 201, en fait, normalement, fait que je dois retourner ici. Donc, là, on a notre deuxième test qui est là. Je vais revenir un peu ça. On a notre deuxième test qui est là. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais maintenant retourner maintenant au fait de au niveau au fait de mon contrôleur pour voir les fonctions au fait que je dois mener là, pendant le code au fait que je dois ajouter là pour que ça puisse passer. Sans oublier que, non, ici, pardon. Oula, je vais trop vite. Je vais maintenant exécuter pour ensuite savoir s'il passe. Donc, il y a un poste ici. Logiquement, il ne va pas passer. Voilà. Donc, le test, il passe pas. Donc, vous voyez bien que le test, il passe pas. Donc, ce que maintenant je vais faire maintenant, c'est d'aller au fait au niveau de mon contrôleur maintenant, écrire maintenant ce code-là. Bien avant ça, au fait, je vais importer ici le add user. Donc, écrire la fonction HTTP add user. Donc ici, request response. Ici, comme ça. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais
récupérer au fait la requête. Donc, je vais faire un const de user auquel je vais affecter un request, request.body. Un request.body pour récupérer au fait les données qui sont envoyées depuis l'URL. Ici, je vais faire une vérification. If je vérifie que tout est bien saisi. If user.name, if not username, c'est non. Est-ce que je fais comme ça? Super. Ou bien not user point email, d'accord. Okay. Je vais aussi ajouter juste ça que je m'arrête là. Et puis on va dire quoi? Juste le phone. User point phone. Voilà, ici. Il faut que je mette la navigation ici. Si j'ai ce cas d'écrire là, alors ici, je vais faire un return. Je pense que j'y vais un peu trop loin. Je vais enlever ça là. Je vais juste d'abord enregistrer le truc. Je vais appeler le fait add user, auquel le fait je vais passer user. Désolé, en fait, je suis un peu pas stressé, mais je vais aller vite, donc ça fait que je return response. Donc ici, je vais retenir maintenant un statut au fait de 201. Comme c'est une requête au fait de création, et je vais maintenant retourner maintenant du JSON. JSON, OK. Je vais peut-être retourner au fait d'utilisateur maintenant qui a été, qui vient en fait fraîchement fait d'être créé. Donc, user, tout simplement. Alors, donc maintenant, pour que ça puisse marcher, il faut que j'exporte maintenant add user. Add user. Alors, j'ai ça qui est bien. Donc, il faut maintenant que je vienne maintenant au niveau de mon routeur ici pour appeler HTTP. Ah, c'est admin user. Okay. Je vais changer ici. Ici, ça peut marcher. Super. Donc là, je vérifie qu'au niveau de mon contrôleur, c'est bon, l'enregistrement est bon. Je vérifie qu'au niveau de mon routeur, c'est bon. Au niveau de mon app, j'appelle toujours le contrôle. OK, ça va. D'accord. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester maintenant le test qui ne passait pas. On va tester. Bingo, mon test il passe. Ça veut dire que c'est quoi? Ça veut dire que il a bien reçu au fait les données que j'ai envoyées et il a bien retourné un statut code de 201 et aussi le content type aussi est respecté. Donc, j'ai tenu vraiment à faire ce test. Peut-être qu'on va pas tenir avec les fonctions d'état là, peut-être. Mais j'ai tenu à faire ce test là pour dire que si l'utilisateur dit, si le client dit que, en fait, lors de l'enregistrement d'un utilisateur, voici les paramètres de données qu'il faut envoyer, on les a. Et normalement, si tout se passe bien, voici comment il devait réagir. Et si tu écris le test en suivant les spécifications en fait du client et que ton code il traverse ce test-là, je pense que tout est bon, quoi. Voilà, je pense qu'on n'a pas assez de temps. Je peux vraiment faire ce dernier-là, mais bon, je pense qu'on n'a vraiment pas assez de temps pour le faire. Je vais m'arrêter là. Maintenant, pour ceux qui seront peut-être intéressés, on peut toujours discuter au fait de ces aspects-là au fait dans la communauté. Et je pense que je vais m'arrêter là. Un grand merci à M. Daboulou Oda pour cette présentation théorique et pratique que nous avons bien suivie. Bravo à lui, chapeau Oda. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on va répondre aux questions et puis... Michael Ange, tu as prévu. Des questions?
Je vois qu'il n'y a pas de questions. Ok, pas de questions. Oda, tu as autre chose à ajouter? Bon, j'ai pas vraiment autre chose à ajouter, si ce n'est de remercier vraiment toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour assister à cette présentation-là. Euh, je voyais au fait qu'il y avait, bon, il n'y a pas vraiment fait de la discrimination, je voyais au fait qu'il y avait Gildas en fait, qui me suivait. Merci Gildas pour d'avoir accordé de l'importance à ma présentation. Il y avait aussi qu'il y avait Pamousso aussi qui était aussi en ligne. Maintenant, bon, ici, vraiment remercier tout le monde d'être venu. Et puis voilà, dit au fait que nous sommes une communauté. L'objectif au fait de cette communauté, c'est vraiment en fait partager, on va dire quoi, les nouvelles tendances, faire de l'entraide, essayer vraiment de s'accompagner pour qu'on soit vraiment une communauté en fait performante et qui vraiment puisse répondre en fait aux exigences, on va dire quoi, du numérique dans le Burkina, dans la sous-région, pourquoi pas dans le monde entier. Donc c'est vraiment un cadre d'échange et de partage. Et j'ai vraiment apprécié lorsque Gilles a posé sa question, quand Alexis a fait une contribution, il y a aussi tout fait qu'il a aussi fait une contribution. Et si les gens sont intéressés aussi pour faire des contributions, quoi. Ici, vraiment, on est vraiment tous au même niveau et puis on essaie vraiment de s'entraider pour essayer d'évoluer ensemble. Maintenant, bon, je pense que c'était mon mot. Et voilà. Encore merci bien, monsieur, d'avoir pour cette phase de présentation. Je passe la parole à monsieur Kuala pour les derniers mots. Monsieur Kuala, vous êtes là? Monsieur Kuala? Là. Oui, oui, je suis là. Ouais, Oda, tu peux enlever ton partage là, s'il te plaît? Oui, stop. Ouais, c'est bon. On va aussi finir avec une photo de famille. Hein. Bah, juste pour dire ouais, merci à tout le monde. Hein, donc, je prends et puis voilà. Je sais pas si vous pouvez mettre vos caméras, on va faire une photo de famille pour aujourd'hui et puis après, c'est bon. Bon. Bon, allez, je vais faire une photo. Ou qu'est-ce qui fait la photo? J'ai déjà fait une photo. Bon, ok, bon, ben donc c'est bon alors. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt. L'enregistrement sera disponible bientôt, donc voilà. Pour ceux qui veulent revisionner ça, réécouter, et on le partagera sur nos réseaux sociaux. D'accord, merci et bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée. Ouais. Bye bye. Belle présentation. Merci, bonne soirée.